Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. On va commencer. Alors, donc ce soir, on a le plaisir d'accueillir Anatomie d'architecture, qui est composé donc de Mathis, qui est architecte, Emmanuel, qui est anthropologue, et Raphaël, qui est architecte également. Alors, ils sont diplômés, les architectes sont diplômés de 2015. Ils vont plus tard se présenter un peu plus en détail, mais juste pour les introduire brièvement, donc c'est des jeunes archi-anthropologues qui sont diplômés de 2015, qui se sont rencontrés, je parle des archis surtout, mais à la Cambre, à Bruxelles, et qui ont ensuite fait leurs études à l'ESA et à Malaquais. Et je crois que Emmanuel, toi, vous vous êtes rencontrés plutôt autour de chantiers participatifs. À 2013, voilà. Alors voilà. Et donc, Anatomie d'architecture, c'est donc une coopérative qui a été créée en 2018 et qui est basée entre Paris et Marseille, si je ne dis pas de bêtises, mais vous corrigerez tout ça si je me trompe. Et donc, comme vous avez certainement déjà pu voir, tous les trois, ils exposent un projet dans la BAP, donc qui est visible là dans la nef. Et donc cette conférence, ils ont décidé donc de la composer donc de deux parties. Une première qui sera autour de ce voyage à travers la France à la recherche de la maison écologique idéale, qui a donné lieu à une publication qui se trouve dans la petite librairie La Volume, que vous connaissez peut-être. Et la deuxième partie se concentrera sur un des projets sur lesquels ils travaillent actuellement de réhabilitation d'une habitation traditionnelle dans le pays d'Auge. Voilà. Donc, je sais, la conférence, je crois qu'elle a vocation à être un peu interactive, mais on peut aussi se laisser un temps d'échange après pour poser des questions. Et puis on peut poursuivre ensuite dehors autour d'un petit verre dans la cour de la Forge. Voilà. Donc merci à vous trois d'avoir accepté l'invitation et la parole est à vous. Super. Merci pour l'invitation. Oui, bonsoir tout le monde. Merci Alice pour cette invitation. Effectivement, on va vous faire une petite synthèse de 1 heure sur nos travaux depuis 2018, de se présenter. En général, on aime bien que ce soit très interactif et de pouvoir échanger avec vous. On aime bien les conférences qui durent très longtemps pour prendre le temps de raconter plein de choses. Là, c'est pas le cas, on a 1 heure, donc ça va être assez succinct. Mais une fois de plus, il y a bien une chose dont on est conscient après 4 ans à travailler sur ces sujets. Et pour rebondir sur cette petite introduction, c'est qu'il n'y a pas de maison écologique idéale, il n'y a que des projets et des hypothèses de réponse qui sont intéressantes à développer ensemble. Mais il n'y a pas de réponse toute faite. Et c'est assez dangereux en général de pouvoir imaginer la construction écologique suivant un prisme d'une façon unique et unilatérale. Donc voilà, n'hésitez pas à nous couper, à prendre la parole s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, s'il y a des choses que vous voulez qu'on développe ensemble. C'est l'objectif de cette conférence. Et on va essayer de se rendre intéressant. Et s'il y a des questions ensuite, on sera ravis de pouvoir y répondre autour d'un verre. Donc, on va effectivement commencer par se présenter, ce qui nous a amené en 2018 à travailler ensemble. D'ailleurs, la SCOP a été créée juste en 2021, mais ça fait depuis 2018 qu'on travaille ensemble, tous les trois. C'est un peu la réunion de nos 3 parcours différents. Raph et moi, effectivement, on se connaît depuis l'école d'architecture de la Cambre en première année à Bruxelles. À la suite de ça, on a un peu chacun fait nos expériences respectives entre Emmanuel, Raphaël et moi dans différents milieux, dans différents domaines. Pour ma part, la photo qui me représente, c'est plutôt celle du milieu, une agence blanche assez austère dans le 5e arrondissement à Paris, chez SCO Architecture exactement, a travaillé sur un stade de foot au Qatar pendant 6 mois à dessiner des poignées de porte. C'était assez ennuyeux et c'est à ce moment-là où on s'est posé plein de questions sur quel est notre rôle d'architecte. Ces études étaient passionnantes et très riches en enseignement, mais malheureusement les premières 5e années de travaux dans plein d'agences différentes ont été assez limitantes intellectuellement, et donc ça nous a posé plein de questions et on a essayé d'y répondre. Donc voilà pour mon parcours. Raphaël ou Manu? Je continue. Allez Manu, continue. Alors, mon parcours est représenté par la photo qui est là-bas, à votre gauche. En gros, c'est un chantier participatif au Mexique avec une architecte et plein de gens qui essayent de retrouver des techniques locales qu'ils ont un peu oubliées. Et donc là, c'était la réhabilitation d'une petite maison pour un centre de paysans à côté de Guadalajara. Mais l'idée, c'était en gros,
C'est de dire que moi j'avais pas fait de l'architecture mais j'avais étudié l'anthropologie. Sur l'anthropologie je m'étais intéressé aux questions d'habitat, les habitats autogérés, les différentes manières d'habiter les espaces, qu'est-ce que ça voulait dire construire ses propres espaces dans différentes sociétés à travers le monde et à travers l'histoire. Et au fur et à mesure, toute cette réflexion-là, ça m'a amené à sortir de juste le côté théorique et avoir envie de participer à des projets avec des gens, sur des projets d'autoconstruction ou des chantiers un peu où on transmet des connaissances à travers des techniques de construction en terre crue notamment, et en passant du coup après ces expériences au Mexique, en passant par l'école qui est spécialisée sur les constructions en terre crue, le Cratère à côté de Grenoble, pour essayer de mêler, enfin de gagner un peu en expérience et en technique sur le côté constructif et aussi en gardant le côté anthropologie. Et voilà, ça c'est un peu ce qui me définit avant cette rencontre qu'on va vous décrire un peu après. Et moi, la photo qui me définit, enfin qui me raconte, qui m'illustre, c'est la photo plutôt de droite, celle-ci là. C'est avant de bosser ensemble avec Mathis et Manu, je suis aussi passé un peu par la case que décrivait Mathis tout à l'heure. C'était pas chez SCO, c'était plutôt chez Architecture Studio ou Manuel Gautran par exemple, où j'ai vraiment rencontré l'ennui et un boulot dur et peu gratifiant. Peut-être que le point culminant, c'était pas le stade de Qatar, c'était plutôt des usines pour Dassault en Inde pour fabriquer des Rafales à calpiner des filets anti-serpents à l'autre bout du monde. C'était assez peu gratifiant, mais j'ai aussi fait un peu d'autres choses, et notamment des choses qui s'approchaient un petit peu de la question écologique en architecture. Et la maison que vous voyez à droite, c'est une maison sur laquelle j'ai travaillé aux États-Unis pendant 1 an. Et c'est une maison qui maintenant est livrée et qui est censée être une maison très, très exemplaire et très illustrative du futur de la construction écologique, du moins aux États-Unis. Je crois même qu'elle a eu des articles dans le New York Times, etc. Enfin, elle a vraiment plutôt rencontré un grand succès. Et c'est une maison qui est censée être au maximum des critères environnementaux américains. Par exemple, sur la question des matériaux, qui viennent tous des États-Unis. Sauf qu'en réalité, cette maison, c'est une grande et belle villa dans les Hamptons, qui est une banlieue chic de New York, dans laquelle les jolis tavaillons, là, les petits bardeaux de bois qu'on voit en façade, en fait, c'est des bardeaux qui viennent d'Oregon, donc c'est de l'autre bout des États-Unis. Les jolis petits panneaux solaires transparents qu'on voit de toutes les couleurs, c'est les panneaux solaires qui viennent d'Espagne, si performants soient-ils. Et sous cette maison, il y a je n'ai pas exactement le quantitatif, mais des mètres cubes et des mètres cubes et des mètres cubes de béton qui ont été déversés dans les fondations. Voilà, simplement pour dire que ce dont on va vous parler ce soir et ce à quoi on s'intéresse depuis des années, c'est éloigné de la photo du milieu, mais c'est très éloigné aussi de la photo de droite qui pose la question de ce que de l'habitat écologique, et est-ce que ça c'est pas plutôt une villa écologique. Et peut-être qu'on en voit un petit peu trop et il faut peut-être s'en méfier. Voilà. Donc en 2018, tous les trois, avec nos parcours un peu respectifs, on a décidé de se retrouver sur un chantier école, un chantier participatif en Corse, où l'objectif c'était de déposer nos outils d'architecte et plutôt de revêtir nos outils de maçon. On a donc été manœuvre bénévole pendant 2 mois et demi sur un chantier en Pisé. C'est un chantier assez exceptionnel, très reclus, dans la campagne au sud de Sartène. Et très passionnant, parce qu'effectivement, c'était pour nous la première fois de mettre en œuvre de la matière, d'accompagner des autoconstructeurs à la réalisation de leurs projets, et de comprendre un petit peu quelles lacunes on avait, nous, en tant qu'architectes fraîchement diplômés, et comment on pouvait aussi répondre avec nos compétences sur ce genre de projet qui, finalement, manquait aussi d'expertise un petit peu technique qu'on aurait pu apporter. Et donc voilà, donc déjà cette incitation qu'on vous recommande chaudement à la sortie de votre école d'architecture, de pouvoir pratiquer le chantier, pratiquer la matière. Là c'était vraiment exceptionnel, on prenait la terre qui était du terrain et on l'a transformée pour en faire des murs de pisé. Et voilà. De façon assez spontanée et naturelle, on s'est rendu compte que chacun d'entre nous, on était comme 14 jeunes architectes diplômés à se retrouver sur ce chantier. Il y a plein de petits dessins qui ont eu lieu, il y a plein de restitutions, de retours d'expérience, de descriptions, qui était assez intéressante, et on s'est rendu compte qu'avec notre outil d'architecte, on pouvait vraiment traduire, documenter, rendre intelligible ces intelligences très locales, qui étaient là l'intelligence de David Nathalie, 2 autoconstructeurs qui menaient à bien leur projet depuis 5 ans pour faire du pisé,
et qui malheureusement n'ont jamais été jusqu'au bout de ce projet parce qu'ils avaient mal été accompagnés au début, et on s'est rendu compte qu'on avait vraiment une place importante à prendre dans ces milieux assez informels de construction. Et ça nous a posé la question de comment s'y insérer. La phase d'après, c'était la découverte du réseau Twiza. Je ne sais pas si vous connaissez le réseau Twiza. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Ouais. Ça a été pour nous l'occasion de se dire qu'en fait, en France, si on cherche un peu et qu'on sort un peu des réseaux de construction conventionnels, il y a 1000 choses qui existent, qui sont passionnantes, qui sont très locales et qui foisonnent dans tous les territoires avec des techniques qui répondent à des contraintes territoriales sur des matériaux, sur des techniques, sur des artisans propres. Mais il y a quelque chose qui manque quand même cruellement, c'est des retours d'expérience, c'est des plans, c'est des dessins techniques, c'est des coupes, c'est des 3D. Et on s'est dit que nous, on pouvait apporter à l'édifice de cette construction alternative une petite touche de documentation. Donc c'était beaucoup plus l'envie de partir à la recherche de ces maisons écologiques dans le territoire, pour les traduire, pour les comprendre, pour les interpréter, et surtout pour donner envie au plus grand nombre de se poser cette question de comment on habite nos maisons en 2021. Enfin, c'était plutôt 2018 à l'époque. Parce qu'on s'est rendu compte que chacun d'entre nous était très conscient sur nos façons de manger, nos façons de se transporter en France et à l'étranger. Mais sur la question de l'habitat, il y avait quand même un différentiel gigantesque entre ce qu'on pensait être bien pour notre environnement et la réalité des matériaux qu'on utilisait pour construire. Donc, c'est avec ce cahier des charges, entre guillemets, et cette lecture de la carte de Twiza qu'on a décidé tous les trois de créer une initiative ou une campagne de référencement ou plein de choses différentes, on ne sait pas trop comment la nommer. Mais finalement, c'est devenu un tour de France des maisons écologiques. C'était donc 6000 km à travers la France, pendant 60 jours de terrain. Et on a eu l'occasion de visiter 30 projets. Et c'est ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Ouais, donc vraiment l'objectif qu'on avait avec ce Tour de France, c'était de pour une fois, raconter des types de constructions alternatives, des types de maisons très divers et variés qui vont de la paille à la terre en passant par le chanvre, la balle de riz, enfin des choses très différentes, mais de le raconter de façon transversale et avec les mêmes outils de représentation et avec un même protocole d'entretien avec chacun des habitants pour récupérer plein de données sur chacun de ces projets, pour les restituer après sur un travail vraiment qui les mette ensemble pour sinon les comparer, au moins les mettre en parallèle, parce que c'est souvent des techniques sur lesquelles il y a plein d'infos à droite à gauche, etc., sur des formats très divers et variés, et c'est difficile d'y voir clair dans tout ça. Donc préalablement à ce tour, on a fait donc on a mis en place cette fiche bêta qui a beaucoup évolué depuis, entre-temps, qui ensuite s'est transformé en questionnaire et qu'on a organisé en 4 parties principales. Qui était la première partie, c'était sur les matériaux. Donc on a vraiment, avec chacun dans tous les entretiens qu'on a conduits, récolté des informations sur les matériaux, des quantités de matériaux par kilo, vraiment au kilo près, de qu'est-ce qui compose les maisons, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur des murs, parce que c'est vraiment ça qui nous intéresse et c'est la raison pour laquelle on s'appelle Anatomie d'architecture au départ. Donc on a récolté plein d'infos sur la provenance de ces matériaux aussi. On a vraiment été en mesure d'avoir des infos sur le nombre de kilomètres parcourus entre la forêt, la carrière, le gisement de terre, etc., que les matériaux ont parcouru jusqu'au chantier. Ensuite, il y a une deuxième famille qui était plutôt la question du chantier, de comment ça se déroule, parce qu'en fonction des techniques de construction, c'est extrêmement différent. Une maison en pisé, comme celle qu'on a vue tout à l'heure en Corse, ça peut être très ouvrageux, très long, c'est de la maçonnerie, et en même temps on peut le déléguer peut-être à des bénévoles qui on est bien encadrés. Il y a des projets qui ont été construits en une semaine sans aucun outil, etc. Il y en a qui sont vraiment plus compliqués et seuls les artisans peuvent le faire. Aussi la question des coûts et des temps de chantier qui varient énormément d'un projet à l'autre. Il y a des projets qui sont, je pense, encore à l'heure où on parle en chantier depuis 4 ans, et d'autres qui duraient une semaine d'assemblage. Voilà. La troisième partie, c'était sur la question plutôt des performances, d'essayer d'estimer pour les bâtiments qui n'étaient pas finis, ou d'en parler pour ceux qui étaient finis, de comment se comporte le bâtiment et c'est quoi la façon dont il se comporte dans le temps une fois qu'il habitait. Et ensuite une quatrième partie plus sur les usages, le retour d'expérience de la part des personnes qui habitaient. Ok, c'est reparti. Donc, une fois qu'on a mis en place ce protocole qu'on a donc conduit sous forme de questionnaire, de la même façon à chacune des visites, on a mené nos petites recherches pendant 6 mois ou 1 an quand même, pour trouver 30 maisons, 31 pour être plus exact, aux 4 coins de la France, avec lesquelles on a fini par former ce périple qui a duré 2 mois. Et
et voilà, qu'on a fait avec un très beau... Le micro. Mais peut-être que... Ah oui, d'accord. Mais non, mais peut-être qu'il ne faut pas que je le tienne. 1, 2. Ok. Slide suivante, s'il vous plaît. Et voilà, et ces maisons présentées tout ensemble, les voilà. Et donc la façon dont on a sélectionné ces maisons et la façon dont on les a recherchées, c'était selon plusieurs critères. Le premier critère, c'était celui du coût. On cherchait des projets qui situés dans une fourchette de prix qui soit comparable avec de la construction un peu plus conventionnelle, pour pas être dans un discours de dire que construire écologiquement, c'est construire plus cher. Le deuxième critère, c'était d'être dans des surfaces et des surfaces habitables qui étaient ni démesurées ni trop ridicules, à quelques exceptions près. Pour pouvoir le comparer à ce que c'est des maisons un peu plus conventionnelles également. Et le troisième critère, c'était la question des matériaux, et on voulait que chacun des projets soit représentatif d'un matériau spécifique, et idéalement, et le plus souvent, un matériau qui corresponde à la région et au territoire dans lequel les bâtiments s'inscrivaient. Donc on a plein de choses différentes. Voilà, on le voit pas forcément sur les photos, parfois c'est un peu dissimulé, c'est dur à deviner. Mais donc on a des containers, on a des maisons en roseau, un peu plus dans le nord-ouest de la France. On a un peu plus de terre, non fibrée dans le sud-est. On a des fustes, c'est des gros rondins, des grumes, plutôt dans le Jura, dans ce coin-là. Et ce qui est assez génial, c'est qu'on pouvait vraiment un lundi visiter une maison en paille porteuse et pouvoir la documenter, mener un entretien, puis le lendemain plutôt aller voir une maison en balle de riz, et puis le surlendemain une maison en chanvre, puis ensuite en bois brut, etc. Et ça permettait vraiment d'avoir vraiment un aperçu panoramique, transversal de filière à l'autre et de matériaux à l'autre, souvent, enfin là où souvent il y a malheureusement, et c'est dommage, un peu des querelles de chapelle entre ces différentes filières, et c'est difficile de pouvoir embrasser ça d'un seul regard. Voilà. Voulez-vous vous... Alors là, ce que vous voyez à l'image, c'est une petite représentation des différentes visites qu'on a pu réaliser. C'est une autre manière c'est pour montrer qu'on a fait pas mal d'entretiens avec les différents participants, les différents autoconstructeurs souvent. Dans l'extrême majorité, non, enfin, on va dire dans les 3/4 des cas, c'était beaucoup d'autoconstruction, mais en fait, pas que, il y avait aussi tout un travail avec des entreprises, etc. Mais dans tous les cas, il y avait lieu de faire des entretiens assez longs, où on enregistrait, on recueillait un peu le discours de chaque autoconstructeur, et en essayant de découvrir plein de systèmes constructifs différents et de pouvoir commencer à créer une documentation et une manière de pouvoir partager les choses qu'on trouvait au fur et à mesure de cette expérience, pour commencer à réfléchir comment on allait les digérer et les transformer pour tout le monde en fait, des professionnels et des non-professionnels. La slide d'après, on voit justement tous ces autoconstructeurs qui sont un peu, les humains derrière les projets. Souvent, on a été d'abord attiré par les projets, ensuite on a rencontré les humains, et en fait on s'est rendu compte qu'il y avait une vraie corrélation entre les deux, avec cette capacité de chacun à pouvoir dire pourquoi ils ont eu envie de construire telle et telle maison, qui sont des maisons pour nous alternatives à la construction conventionnelle, mais chacun avait une raison complètement différente. Pour certains, c'était certes la notion écologique qui était importante, mais pour d'autres, en fait pas du tout. C'était plutôt une question de dire ah ben moi je veux une maison qui me ressemble à mon image. Je comprends pas que je puisse pas m'approprier plus mon logement en tant que locataire. Maintenant, je trouvais un moyen de pouvoir construire moi-même ma maison et me l'approprier à 100%. Voilà, donc c'était vraiment hyper intéressant de pouvoir recueillir tous les discours des habitants et pouvoir faire en sorte d'analyser un petit peu mieux pourquoi une maison devenait comme ça en fonction des habitants qui l'avaient imaginé. On reviendra un peu là-dessus par la suite. Ça, c'est toujours pour un peu rendre homogène plein de systèmes constructifs et plein de vies différentes des bâtiments, les rendre complètement homogènes et arriver à les comparer pour dire qu'on va donner autant d'importance à une yourte qu'à une maison en paille, qu'à une maison en chanvre, etc. On va leur donner autant d'importance parce qu'on va les dessiner de la même manière et les rendre compréhensibles pour essayer de voir vraiment tout ce qu'il y a à l'intérieur des bâtiments. Ouais, celui-là qui marche. Ouais, il a l'air de...
Portable hein, et éteindre celui-là. Partez pas, on va On va prendre les deux micros portables, ce sera plus simple. 1, 2. 1, 2, 1, 2. Pas de problème. Et c'est dommage, il était là en plus pour tout régler et on lui a dit que c'était bon, il est parti. Ah, 1, 2, 1, 2. Je suis Un, pas deux. sûr que ça fait du... Il marche pas? Ça fait du volume ou pas? Ouais. Ça fonctionne? Ok, super. Bon. Et donc voilà, donc effectivement, genre, l'objectif de tout ça, c'était de pouvoir apporter nos outils d'architecte au service de ces autoconstructeurs et de pouvoir dessiner tous les projets, souvent une dissection qu'on avait établie au préalable. Et donc voilà un peu une cartographie des projets visités, avec plein de systèmes constructifs et plein de matériaux différents en fonction des régions. Ce qu'on aime faire en général lors de ces conférences pour justement appuyer l'idée qu'il n'y a pas il n'y a pas de prérequis entre guillemets et que toutes les maisons ouvrent des débats et que les débats c'est intéressant de les avoir ensemble et de pouvoir en discuter, c'est qu'on demande au public de choisir les maisons pour qu'on puisse en discuter ensemble et qu'on puisse voir quels sont les pour, quels sont les contre, pourquoi ce projet est intéressant, où sont ses limites, et de pouvoir justement ensemble travailler sur ces questions-là, toujours dans cette logique de ne pas apporter des réponses clés en main, mais plutôt de soulever des questions et de voir comment on peut y répondre ensuite. Là, dans le temps qui nous est imparti, on va sélectionner une maison pour vous. Et en général, c'est une maison que personne ne sélectionne jamais. D'après vous, c'est laquelle vraiment notre maison préférée de toutes ces photos, qui est notre maison préférée à tous les trois? C'est vrai que c'est une bonne question, ça. Vous avez 100% de chance de vous tromper, mais essayez quand même. Qui dit quoi? Non, il n'y a personne qui veut se lancer. Si vous trouvez la réponse, vous avez un bouquin offert, quoi. Alors, fermez les yeux. Non? Personne ne veut se lancer, quoi? La troisième. La troisième. Ah oui, c'est vrai qu'elle est sur la fiche du... Ouais. Bon, et ben en fait, contre toute attente, c'est la maison numéro 1 qui nous a le plus, enfin, c'est pas le plus, mais qui est la plus édifiante entre guillemets dans le propos qu'on essaie de construire avec ce projet de recherche. C'est la première maison qu'on a eu l'occasion de visiter. C'est une maison dans l'Orne, en Normandie. Donc on partait tous les trois un 2 ou un 3 septembre sous la pluie et on a été découvrir cette maison. Et là où on s'est rendu compte que cette maison était vraiment entre guillemets l'emblème de ce Tour de France des maisons écologiques, c'est parce qu'on a commencé à communiquer entre guillemets sur voilà à quoi ressemblent les maisons écologiques qu'on va visiter. Nos amis, nos proches, les gens qui avaient financé la campagne de Tour de France étaient très déçus de voir que ça ressemblait à ça une maison écologique, parce que finalement elle ressemble à n'importe quelle maison qu'on peut voir sur le territoire. Et en fait, quand on a découvert ce projet et l'intelligence constructive que Anne et Simon avaient mis en place pour pouvoir réussir à élaborer ce projet, on s'est rendu compte que ce projet était absolument merveilleux, qu'il était unique au monde et qu'on aimait beaucoup pouvoir en parler. Parce que derrière ce crépi un peu humide de la Normandie, on s'est rendu compte qu'il y avait un bâtiment somme toute extraordinaire. C'est un bâtiment, on va le présenter rapidement, mais pour comprendre un petit peu la démarche de projet, qui est un bâtiment qui est construit sur 6 piliers Bauge. La Bauge, je ne sais pas si vous savez ce que c'est une technique de construction en terre crue, une technique paysanne qui est spécialisée, enfin, qui est typique du pays d'Auge et de l'Orne en Normandie. Donc ces deux autoconstructeurs qui étaient au préalable quand même, et ça aide pour faire des projets intelligents, une qui était ingénieure structure et l'autre qui était ingénieure thermicienne. Leur réunion de leur savoir et de leurs compétences les a menés à faire un projet qui s'intègre dans un territoire avec une culture constructive qui est celle de la Bauge. Donc elles ont érigé les 6 piliers de la maison avec de la terre crue et mélangée avec des fibres. Donc on voit l'ossature porteuse, c'est vraiment la Bauge. Et à l'intérieur, parce qu'aujourd'hui on est quand même dans une époque où on ne vit plus comme on vivait il y a quelques centaines d'années avec que des murs en terre crue, elles ont apporté une touche de confort qui est garantie par l'isolation en paille. Donc c'est des petites bottes de paille qui permettent l'isolation et qui remplissent tous les périphéries des murs extérieurs. Donc en gros ce projet c'est vraiment une synthèse assez idéale entre on construit dans un territoire, donc on s'implante dans une culture constructive,
on la réfléchit, on comprend entre guillemets ses intérêts et ses limites, et on vient y apporter nos touches de confort pour pouvoir la rendre d'actualité et confortable à vivre. Quelque chose qui est aussi vraiment extraordinaire dans ce projet, c'est le choix des matériaux qui a été vraiment très méticuleux. Elle pouvait exactement sourcer chaque matériau et chaque emploi. Leur cahier des charges, c'était de pouvoir s'inscrire dans un périmètre de 40 km autour du projet et de construire 99% du projet avec tous ces matériaux. Donc on peut constater que les fondations, elles ont été réalisées avec des grandes pierres qui ont été récupérées sur le site du projet. La bauche, c'est la terre crue du site qui a été décaissée, qui a permis d'ériger les 6 piliers. La charpente bois, c'est du bois Douglas local qui vient d'une forêt juste à proximité du chantier. La paille, c'est celle de l'agriculteur voisin qui était devenu à leur ami et qui leur fournissait des ballots de paille, des petits ballots. Et ensuite, on voit les finitions en terre crue qui permettent d'habiter cette maison. Donc vraiment, ce projet, ça a été pour nous un peu un coup de cœur dans leur jusqu'au boutiste de comprendre à quel point c'était important qu'on construise une maison, d'avoir une connaissance assez fine des matériaux qu'on utilise. On se rend compte, nous, en tant qu'architecte, qu'on a quand même un pouvoir dans la vie, c'est de prescrire des matériaux ou non par rapport à des habitants. Et que dans la vie d'un habitant, quand on construit une maison de 200, 300, 400 000 euros, enfin, en fonction des budgets qu'on peut avoir, c'est là le budget de dépenses prioritaire dans notre vie. Et en fait, cet acte de consommation, pour nous, c'est un acte politique qui est très très fort. Si on leur dit construisez pas avec des matériaux locaux, mais construisez avec des parpaings, c'est en fait favoriser des filières comme Saint-Gobain ou des filières très très lointaines qui sont néfastes pour l'environnement. Et donc, on s'est rendu compte qu'elles, par leur volonté de choisir des matériaux du coin, elles avaient vraiment un acte de résistance politique qui mettait ce projet vraiment sur une échelle d'ambition assez extraordinaire. Allez. Et c'est un projet qu'on aime aussi beaucoup parce qu'il est très jusqu'au boutiste sur la provenance des matériaux, mais il est aussi très complet dans sa globalité. C'est qu'en fait, la plupart des projets qu'on a vus, et c'est la raison pour laquelle on les a représentés en dessin aussi, comme ça, sous forme de coupe illustrée, sous forme de dissection, comme disait Mathis. C'était pour pas qu'il y ait de choses cachées ou que ça ressemble à des articles qu'on peut voir parfois où en fait on montre ce qui est super et on montre pas trop ce qui est moins bien. Et il faut reconnaître que la plupart des maisons qu'on a vues, même s'il y en avait des très intéressantes et des très innovantes en plein de matériaux différents dans les murs, bah, par exemple il y a au moins 2 impasses dans la plupart des projets, c'est les fondations. Et parce qu'on a vu beaucoup de maisons en paille porteuses ou en chanvre qui étaient sur des dizaines de tonnes de béton armé. Parce qu'on est en France et que le cadre normatif pour construire avec une maison individuelle, bah, c'est avant tout de la semelle béton, du radier ou du technopieux. Et dans le cas de cette maison, bah, on le voit, c'est pas le cas. Elles ont vraiment voulu faire un projet complet et les fondations sont des fondations cyclopéennes qui ont été réalisées avec des pierres récupérées sur une grange effondrée juste à côté, chez un voisin, qu'elles ont remaçonné avec de la chaux. Donc elles constituent à la fois les fondations et les sous-bassements sous les murs en paille. Et ensuite la dalle, c'est une dalle à la chaux, sur un lit de sable et un hérisson en gravier. Et l'autre impasse qu'on a beaucoup vu, c'est quand même la couverture. C'est marrant parce que c'est vraiment 2 domaines dont on parle très peu en termes de matériaux habituellement. On ne sait pas trop pourquoi. Et là, la couverture, c'était de l'ardoise de récupération. Là où la plupart du temps, bah, les ardoises, ça vient d'Espagne. Il y a presque plus de gisements d'ardoises en France. Il en reste un près d'Angers, mais c'est la plupart du temps pour les bâtiments historiques. Ou sinon on a vu des bacassiers, et la filière des bacassiers, bah, c'est une filière qui fait faire 3 fois le tour du monde à un matériau avant qu'il arrive sur site. La tuile mécanique, et c'est extrêmement énergivore aussi. Et voilà, donc c'est juste pour dire que c'est vraiment un projet qui coche derrière son aspect très simple et très anodin, beaucoup de cases. Voilà. Ouais. Alors là, ça c'est ce qu'on a fait pour essayer de synthétiser et d'analyser un petit peu chaque projet suivant des petits critères. C'est pas tant pour dire s'ils sont bien ou pas bien, c'est pour trouver des manières un peu répétitives d'en parler. Par exemple, là c'est la provenance des matériaux de cette maison-là, où on voit sur le premier schéma, on voit d'un côté la quantité en termes de poids,
et de l'autre côté le nombre de kilomètres parcourus. Comme ça, sur un seul schéma, on peut voir que justement ce que décrivait Raphaël, ce qu'on voyait avec la coupe, là tout d'un coup on peut le voir d'une autre manière avec ces petites jauges qui vont nous dire, enfin avec ce schéma-là qui va nous dire que certes c'est une maison en paille, mais en fait c'est plus une maison en béton de ciment, pas celle-ci, hein, d'autres maisons par exemple, ce serait plus une maison en béton de ciment parce qu'il y aurait une quantité incroyable par rapport à la quantité de paille sur le chantier. Sinon, il y a aussi l'analyse des temps de chantier pour essayer de bien comprendre qu'est-ce que ça veut dire construire une maison dans ces projets d'autoconstruction. Est-ce qu'il y a eu 100% d'autoconstruction? C'est très rarement le cas. Est-ce que en fait, c'est plutôt 90% d'entreprises qui viennent et 10% des autoconstructeurs avec des bénévoles, etc. Et du coup, sur ces schémas, on peut voir les petits bonhommes soit verts, soit blancs, en fonction de s'ils sont entreprises ou particuliers ou bénévoles. Et on arrive à essayer de différencier toutes les étapes de construction pour voir à quel moment il faut beaucoup de monde, à quel moment il en faut beaucoup moins, à quel moment c'est des tâches qui sont beaucoup plus complexes, où ça nécessite une expertise que parfois les autoconstructeurs n'ont pas. Du coup, ça, c'est des petits outils qu'on voulait un peu pédagogiques pour des gens qui voulaient se lancer dans l'autoconstruction, arriver à se dire, ok, peut-être que cette technique-là, en fait, quand je vois ces chiffres-là sous les yeux, elle ne me correspond pas du tout parce que je ne vais pas avoir la capacité de ramener 100 personnes pour une phase qui est très, très fastidieuse mais très facile. Ou alors c'est un sujet très technique qui va me prendre trop de temps, mais moi je n'ai pas ce temps-là parce que j'ai un métier à côté, etc. etc., etc. Ce qui amène sur ce qu'on voit juste à droite, c'est ces jauges-là sur le profil des habitants, les 4 capitaux. Le capital économique, le capital technique, temps et social. En fait, c'est des petites idées pour essayer de comprendre que le profil des habitants est hyper important pour la bonne réussite des projets de construction. Parce que là, c'est un peu des projets qui ont réussi, mais il y a beaucoup de projets d'autoconstruction qui ratent. Ça suscite énormément de stress au sein d'un couple, par exemple, au sein d'une famille, et les projets sont peut-être trop ambitieux, trop difficiles, n'ont pas été évalués vraiment avec pertinence par rapport au profil. Et c'est un peu le métier des architectes en général, d'arriver à accompagner des particuliers, des clients, et d'arriver à essayer de comprendre leurs besoins et de faire des propositions qui sont en accord avec cette lecture-là de leur profil. Et donc c'est ce qu'on a essayé de faire avec ces petites jauges-là pour dire si ce projet a réussi, on peut quand même analyser qu'elles n'avaient pas beaucoup d'argent, mais elles avaient énormément de temps. Et en plus, elles avaient des compétences techniques et un niveau et une capacité à accueillir, à avoir des parents qui sont dans le milieu de la construction, avoir envie d'accueillir du monde pour des chantiers participatifs, etc. Du coup, ça nous permet d'analyser un petit peu ce qu'il y a derrière l'histoire d'un chantier. Voilà, c'est un peu ça. Effectivement, un projet réussi qui finit à terme et qui est livré, c'est vraiment un projet qui arrive à faire l'équilibre entre ces 4 jauges. Et chaque jauge, entre guillemets, s'équilibre en fonction des autres, mais si la lecture n'est pas bonne au départ de son profil habitant et de comment on se projette dans un projet, ça peut poser des impasses assez sévères, comme le projet qu'on a eu l'occasion de faire en Corse avec les autoconstructeurs, qui avaient eu énormément de temps à y consacrer, qui n'avaient aucune technicité en bâtiment parce qu'ils n'étaient pas du tout dans ce milieu-là, et qui n'avaient pas du tout d'argent pour pouvoir déléguer des tâches à des entreprises. Ce qui fait que cette mauvaise lecture de leur profil les a amenés à ne jamais pouvoir finir leur maison et de s'installer dans le vide sanitaire, dans la partie des caves, quoi. Mais bon, donc voilà. Donc effectivement, ces 4 capitaux entre guillemets nous permettent de un peu synthétiser ces projets. Et on fait le travail de recherche sur le Tour de France écologique, qui est donc aujourd'hui un livre qu'on a publié chez Gallimard il y a 2 ans. Qui raconte un peu plus précisément tous ces projets, toutes ces choses qu'on vous présente ce soir. Donc le livre, c'est l'occasion de revenir sur chacun des projets avec plusieurs interfaces, notamment celui de la porte habitante, qui est très important à nos yeux. Il y a des experts aussi qui viennent compléter le propos et qui viennent enrichir, entre guillemets, ces théories qu'on pourrait supposer sur l'architecture écologique. La volonté vraiment d'avoir toujours ce regard très transversal entre tous les projets, de pouvoir comparer. Là, très rapidement, on peut se rendre compte qu'il y a des projets qui sont très très lourds et où les matériaux viennent de très très loin, et d'autres projets comme les carters. Je ne sais pas si vous connaissez les carters, mais ça vous dit quelque chose, les carters, ou pas du tout? C'est des petites maisons qui sont construites, c'est une femme en Bretagne qui fait ça. Et chaque maison, c'est sa pièce, et chaque pièce répond à un usage de sa maison. Et en gros, il faut 3 semaines pour construire une carter, ce qu'on peut mettre en parallèle avec, par exemple, la paille porteuse dont parlait Raph tout à l'heure. On se rend compte que ce projet de paille porteuse, qui est très significatif parce que c'est le premier projet en paille porteuse assuré en France, il nécessite quand même d'avoir 76 tonnes de béton dans le sol qui viennent de plus de 2000 km, avec des ferraillages, avec du ciment, avec des graviers, avec du sable, bref, avec tous les problèmes que ça peut supposer, quoi.
Donc voilà, donc vraiment une envie de faire des analyses un peu transversales et, entre tous ces projets, sur les chantiers, sur les coûts, et notamment sur la compacité ou des déblais, quoi. Donc tout ça, c'est des choses à retrouver dans le livre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vraiment, on va assez vite et on charcute un peu plein d'idées, mais c'est aussi pour arriver sur la suite. Et ce propos, en fait, c'est pas forcément l'autre. On a vraiment insisté, nous, à travers ces pages du bouquin, de faire parler des professionnels et des experts qu'on a qualifiés ainsi pour pouvoir justement recueillir leurs propos et qu'ils puissent ouvrir sur des thématiques de ces projets. Parce qu'on s'est rendu compte que ces projets n'étaient pas du tout une maison écologique idéale, comme on disait en introduction. Si on devait rebaptiser le bouquin, ce serait plutôt le Tour de France écologique avec un grand point d'interrogation et de voir derrière chacun de ces projets quelles étaient les pistes à imaginer pour pouvoir avoir des raisonnements un peu plus sains pour notre environnement. Donc voilà. Donc cette petite introduction pour arriver à un temps donné où en 2018, on sort de ce Tour de France. Et au fur et à mesure, on est de plus en plus appelés pour faire des conférences, pour faire une exposition qui a quand même pas mal tourné dans les écoles d'architecture. Malgré le Covid, on a eu, je sais pas, 25 conférences et une dizaine de lieux d'exposition, ce qui nous ont permis d'avoir de plus en plus d'appels, d'être sollicités pour faire des projets et réfléchir un peu à finalement ce projet entre guillemets d'étudiants, comment on pouvait le professionnaliser et rentrer un peu dans la vie active à travers ce prisme-là. Donc la première chose qu'on a mis en place, c'est quelle est la structure qui pourrait nous recevoir tous les trois avec nos casquettes et nos envies différentes, notamment celle d'Emmanuel qui est plutôt anthropologue et spécialisé de la construction en terre, Raphaël qui était plutôt cette envie de faire de l'architecture, de la conception, d'accompagner des projets et de pouvoir continuer cette réflexion sur la maison écologique, et moi plutôt sur la casquette chantier et conduite de travaux. Donc on s'est mis d'accord pour construire une scope tous les trois qui pouvait répondre à justement un panel d'activités qui gravite autour de trois pôles qui sont donc la recherche qui est donc par exemple ce Tour de France écologique et qui est aujourd'hui une nouvelle recherche qu'on va vous présenter tout à l'heure. Des compétences plutôt liées sur la construction, donc ça c'est plutôt notre vocation du métier d'architecte qui nous permet de répondre à des clients et accompagner des projets. Et une dernière qui est celle qu'on fait aujourd'hui avec vous et qu'on aime et qu'on prend beaucoup de plaisir à faire, c'est plutôt sur la pédagogie et sur des conférences, des séminaires, des ateliers et des chantiers écoles beaucoup aussi. Donc voilà, donc la scope elle se développe suivant ses activités et suivant nos casquettes respectives pour arriver à une espèce de chose qui peut à terme agréger. Et on a d'ailleurs une nouvelle recrue depuis quelques mois qui s'appelle Alice, qui elle gravite plutôt sur les questions du chantier école et de la compétence en terre crue. Et donc voilà, donc l'idée c'est de pouvoir fédérer plein de gens dans cette initiative et de pouvoir avoir plein d'activités à notre actif. Et ces activités elles nous ont amené il y a 2 ans à réfléchir à un projet d'une rénovation, parce qu'on s'est rendu compte que finalement ce Tour de France écologique qui faisait vraiment l'impasse sur quelque chose qui nous semblait très important, c'était que la maison la plus écologique qu'on peut imaginer, c'est vraiment la maison qu'on ne construit pas, c'est plutôt la maison qu'on rénove. Et on avait écarté ce sujet-là à l'époque, parce que la rénovation, c'est quand même quelque chose qui nécessite une expertise sur le bâti ancien très fine et assez précise. Et donc, par souci de facilité, on s'est dit qu'on allait se concentrer uniquement sur les maisons de construction neuve, mais c'était vraiment une impasse qui, aujourd'hui, on se rend compte que dans notre activité d'architecte, on est vraiment beaucoup plus sensibilisé à faire de la rénovation plutôt qu'à faire d'autres projets. Et donc nous voici sur ce projet qui nous a motivés depuis 2 ans. Manu, c'est à vous. C'est à moi. Eh bien voilà. Alors c'est le projet, c'est un projet qui s'appelle le Costil, c'est le nom du lieu, c'est un lieu qui a beaucoup d'histoire, c'est en Normandie, à la frontière entre le pays d'Auge et le pays d'Ouche. C'est un lieu qui était habité par plein de familles différentes selon les siècles. C'était les anciens propriétaires de filatures de lin et qui travaillaient, qui étaient hommes politiques aussi. Enfin, c'est un domaine qui a eu plein d'histoires et qui, pendant toute la moitié du XXe siècle, a été habité par des agriculteurs qui, en fait, habitaient dans un manoir un petit peu en ruine, dont ils n'avaient pas l'argent pour le rénover, mais dont ils servaient de tout l'espace autour parce qu'il y a énormément d'hectares réunis en une seule parcelle, qui permettait de faire du pâturage dans un endroit où on ne pouvait pas faire de l'agriculture intensive parce que les champs ne sont pas plats. Et du coup, c'est un lieu qui n'a pas été touché par le remembrement, cette manière qu'on a eue d'essayer d'optimiser la production agricole en retravaillant toutes les parcelles pour faire des grands carrés et des grands rectangles où les grandes machines pouvaient passer. Cet endroit-là, il a été complètement préservé
de ce remembrement, et du coup c'est un lieu qui est assez intéressant. Donc on a d'abord fait une première visite avec la personne qui, après ces agriculteurs-là, a racheté ce lieu pour en faire un peu un lieu démonstratif de questions environnementales, mais appliquées à des choses concrètes en fait. Et donc c'est un lieu pédagogique et de démonstration concrète autour de plusieurs questions environnementales, notamment l'alimentation et la biodiversité, mais aussi la construction, et c'est là qu'on intervient, et c'est pour ça que ça nous a semblé intéressant d'accepter ce chantier. C'était que, en gros, le propriétaire, il voulait qu'on puisse pousser assez loin la question des matériaux naturels, de la question du bioclimatisme, la question des temps de chantier, etc., sur une petite dépendance qui devait être son futur lieu de vie. Et c'était un peu le prérequis, c'était de dire que, ok, pour commencer à habiter ce lieu et l'imaginer comme un lieu ouvert au public sur les questions environnementales, etc., 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 d'abord il fallait que des gens vivent sur place. Et du coup, au lieu de rénover cette espèce de manoir en ruine qui nécessiterait énormément d'argent, énormément d'énergie pour être chauffé, refroidi, etc., 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 et bah, du coup, on lui a plutôt proposé de rénover une petite dépendance qui est juste à côté, une petite maison en briques cuites. Là, c'est même pas la photo de la première fois où on l'a vu. La première fois où on l'a vu, on l'a pas vu en fait la première fois parce qu'elle était recouverte de lierre et dans un bosquet. Et au fur et à mesure, on a émis l'hypothèse que ça pouvait être pertinent juste de rénover une petite maison en briques et d'en faire une première démonstration de comment on pouvait, avec des matériaux naturels sur un périmètre assez réduit d'une centaine de kilomètres aux alentours, proposer une architecture après avoir documenté, essayé de décortiquer, etc., en proposer une à notre manière sur un projet concret. Donc ça a donné, c'est ce sur quoi on a travaillé en fil rouge ces 2 dernières années, sur la rénovation de cette petite dépendance et essayer d'en faire tout un travail de recherche et de pédagogie autour de ce simple projet. Voilà. Et c'est vrai que en fait, à la suite de Tour de France, on n'est pas du tout dans l'idée de se remettre à faire de l'archi au sens du terme en tant qu'agence d'archi, quoi. C'était vraiment pas du tout notre objectif. C'est vrai que la raison pour laquelle on a décidé de faire ce projet, c'était avant tout parce que ce projet il cochait vraiment les différentes cases dont on vous a parlé tout à l'heure, de la recherche, de la pédagogie et de la construction. Parce que dans ce projet, on a pu mettre en place, comme disait Manu, un cahier des charges avec des ambitions environnementales ultra élevées. On s'est mis comme cahier des charges de départ de faire effectivement un projet avec que des matériaux locaux qui viennent d'un périmètre de moins de 100 km, périmètre qu'on a décidé complètement arbitrairement, mais qui a vraiment été le point de départ de tout, d'utiliser 0 g de béton de ciment et 0 g de béton plastique, ce qui a été en réalité impossible. Mais on a fait notre maximum. Donc ça c'était notre cahier des charges, et voilà, et ce cahier des charges en fait c'est plutôt lui qui a donné en fait le langage et le vocabulaire architectural qu'on a donné au projet qu'on va vous présenter. Donc la façon dont on a abordé cette petite dépendance, c'est d'abord dans une logique de conservation. Quand on a trouvé la maison, elle était en 2 parties, et on voit plutôt une partie de gauche qui est en un petit peu meilleur état, celle où on voit les 2 petites fenêtres noires, qui, après analyse du bâtiment et diagnostic, on s'est rendu compte que les murs en briques tenaient la route, que la maçonnerie était plutôt robuste, etc., que la couverture était entièrement à refaire, la charpente était assez fragilisée aussi, mais on pouvait récupérer les fermes de toiture, et la partie droite qui était beaucoup plus endommagée, beaucoup plus fragile, et dont on a décidé de déposer une partie, en l'espèce juste la façade sud qu'on voit là avec la porte et la fenêtre, pour en récupérer les briques traditionnelles et les réutiliser par la suite. Et donc, la première esquisse du projet qu'on a avancé, c'était celle-ci. C'était en fait d'être vraiment dans une logique de conservation, de protéger tout le bâti sur la partie de gauche, d'être vraiment dans une logique de rénovation. Et pourquoi dans une logique de rénovation? C'est un peu comme on commence à en parler tout à l'heure, c'est que si on veut vraiment construire de façon
écologique avec des critères environnementaux élevés, il faut construire avec ce qui est déjà là. Et d'autant plus quand on se rend compte de ce que c'est la valeur du petit patrimoine comme ça en France. On a fait, juste pour vous donner une idée, estimé par des artisans du coin, combien ça coûte de construire un mur en briques comme ça traditionnel avec des beaux appareillages aujourd'hui, et ça coûte 500 balles du mètre carré. Et en fait, personne n'a les moyens de construire une maison comme ça, alors qu'à l'époque, la logique était complètement différente et la main-d'œuvre coûtait moins cher. Et, donc on pouvait se permettre ce genre de choses. Donc on voulait vraiment à tout prix sauver ça. Mais comme un petit peu comme la maison dont on vous parlait en Normandie, en Bauge tout à l'heure, bah, on est aussi dans des logiques de confort actuels. Donc on a aussi besoin d'endroits, d'espaces de vie qui sont très bien isolés, qui sont accueillants, qui sont faciles à chauffer, qui répondent à certaines envies qui sont légitimes aujourd'hui. Donc voilà, donc le bâtiment se découpe en deux parties. À gauche, plutôt les pièces de vie, plutôt façon maison de campagne, tout en étant dans une logique de résolution des murs par l'intérieur, de la toiture. Et à droite, on est plutôt sur un bâtiment moins dans une logique de maçonnerie, mais plus de charpente. C'est un bâtiment en colombage, si on veut, en ossature bois avec des grosses sections, dans lesquelles on trouve plutôt les pièces de nuit, les chambres, la salle de bain, etc. Des endroits qui doivent être faciles à chauffer et qui bénéficient de complexes d'isolation beaucoup plus importants. Ok, donc effectivement, ce projet de rénovation, ça a été avant tout l'occasion pour nous de se dire, ok, on a écrit un bouquin, on a eu pas mal de coups de téléphone pour faire des projets et on n'avait pas du temps envie d'y répondre. Et là, ce projet, c'était une commande assez particulière où on a vraiment carte blanche pour pousser la question de, en fait, si vous êtes vraiment devant le pied du mur et que vous devez faire un projet le plus écolo possible, qu'est-ce que vous mettez en place? Et ce qu'on a mis en place, c'est avant tout 1 an et demi de recherche pour pouvoir réussir à comprendre ces logiques de filière court, en circuit court. Il fallait absolument s'intégrer dans le territoire et ce qu'on a commencé par faire, c'est de s'installer dans le manoir et de commencer à graviter dans la région pour pouvoir remonter les filières les plus de proximité possibles, ce qui nous a amené sur la piste de 8 super matériaux, donc de 8 matériaux les plus locaux possibles, en commençant par l'existant qui est donc la brique et qui est donc le réemploi de la construction qu'on avait sous la main. Et donc voilà, en faisant ce choix-là, on sort complètement d'un cadre réglementaire qui est celui de la construction. Et on a eu la chance d'avoir cette commande qui nous permettait d'avoir, en confiance totale avec le client et les entreprises sur lesquelles on travaille, un projet qui est un peu un projet pirate, qui sort complètement du cadre réglementaire et qui nous permettait, entre guillemets, de pouvoir démontrer le plus loin possible quelle technique nous semblait pertinente à mettre en œuvre dans ce territoire avec ces entreprises. Donc avant de dessiner quoi que ce soit et avant d'arriver à un dessin du projet qui est un peu la résultante d'une commande entre des clients et un territoire, il y a eu un travail prospectif sur ces filières en circuit court qui sont généralement des filières assez précaires, qui sont des filières tenues à bras-le-corps par des hommes et des femmes qui sont souvent en fin de carrière et qui n'ont pas beaucoup d'argent et qui ne peuvent pas en fait résister contre des filières de matériaux beaucoup plus industrialisés qui aujourd'hui sont la clé de voûte de la construction. Heureusement et malheureusement, depuis quelques mois et depuis quelques années, on est tous soumis à la pénurie des matériaux, ce qui permet, entre guillemets, de redonner un petit peu de nouveau, une nouvelle dynamique aux ces filières en circuit court et les ressusciter pour travailler ensemble. Ouais. Donc la première chose qui a été importante à nos yeux, c'était effectivement de sauver ce qui pouvait être sauvé. Chaque mètre carré de la construction a été le plus finement restauré comme on pouvait. Donc on voit toute une partie à gauche où il y a eu un remaillage et un rejointement de chaque brique, mais on voulait vraiment conserver l'existant pour pouvoir s'inscrire dans l'approche un peu paysagère du lieu. La couverture, ça a été l'occasion de travailler avec une filière qui s'appelle Ecopertica, qui est une filière extraordinaire et qui malheureusement a déposé le bilan il y a quelques mois. C'est une filière entre guillemets d'entreprise qui travaille avec un chanvrier. Et à l'instar de toutes les chanvrières en France qui font du chaux et de la chanvre, du chanvre, eux ils défendent la logique de faire de la terre crue avec du chanvre, ce qui est exceptionnel en France et je crois dans le monde. Et ils travaillent avec un producteur de chanvre qu'on a été rencontré qui s'appelle Philippe. Et grâce à la plante, ils arrivent à extraire 2 matériaux qui nous ont permis de construire ce projet. Le premier, c'est la laine de chanvre. La laine de chanvre, c'est ce qu'on voit dans les rampants, l'isolation des combles. Et le deuxième, c'est le terre-chanvre qui va nous permettre d'isoler tous les murs en briques existants.
Une autre chose qu'on peut voir aussi ici et qui nous est un vrai pas de côté, qui nous a beaucoup intéressé, c'est comment on arrive justement en partant du postulat qu'aujourd'hui, quand on construisait des bâtiments, il fallait absolument les fonder et que les fondations étaient souvent des endroits très néfastes d'un point de vue énergie grise. On s'est appuyé sur une thèse de Jérôme Christin, qui est donc un chercheur géotechnicien qui a fait une thèse passionnante sur l'utilisation des pieux de bois. Et on s'est rendu compte qu'en fait, depuis toujours, les maisons, les immeubles, les bâtiments étaient fondés sur des pieux de bois, comme par exemple le Grand Palais ou Chenonceau ou Notre-Dame de Paris, et que c'est une technique qui n'était plus du tout à l'ordre de la construction aujourd'hui, parce qu'elle n'est pas réglementée et que personne ne peut se permettre de construire sans assurance, entre guillemets, sauf dans des cas vraiment de projets démonstrateurs. Et donc, la question des fondations nous a permis de travailler assez finement avec le pépiniériste qui avait les outils agricoles pour pouvoir fonder ces pieux. La thèse de Jérôme Christin en appui qui nous permettait d'avoir un bagage un peu scientifique et technique sur la mise en œuvre et l'application. Et surtout, un travail assez fin entre le charpentier et le maçon pour réussir à réfléchir à ces ouvrages. Et c'était vraiment le grand plaisir de chantier, c'est qu'à partir du moment où on fait un pas de côté pour répondre à une vraie logique un peu militante et convaincue, ça met un peu tout le monde dans le même bateau et ça permet d'avoir des discussions vraiment riches et passionnantes sur quels ouvrages on fait et comment on les réalise pour que ça tienne et pour que ce soit durable. Et moi qui avais par exemple eu l'occasion de faire beaucoup de chantiers en conducteur de travaux au préalable, notamment par exemple sur le projet de la ferme du rail à Paris, ça a toujours été un peu un enfer d'interface entre qui fait quoi, comment, pourquoi et qui se responsabilise à quels endroits du chantier. Là, sur un chantier comme ça, c'était drôle de voir à quel point le maçon pouvait filer des coups de main au charpentier, le charpentier pouvait filer des coups de main au pépiniériste pour mettre les pieux de bois, et en fait, le couvreur était là en backup pour pouvoir aider tout le monde. Ce qui donnait vraiment une logique un petit peu de solidarité et de partenariat qui était très intéressante et qui nous a beaucoup plu. Donc voilà le chantier, je pense que c'était il y a moins d'un an, c'était en juin 2021. Où donc les pieux de bois étaient mis en place, la dalle de sol avait été réalisée et les combles étaient en train d'être faites. Ensuite vient la question de l'ossature, de comment on érige, comment on construit cette maison. Il faut bien comprendre que cette maison-là, elle est vraiment inscrite dans le bâti existant. On le voit un peu à droite d'ailleurs, il y a la brique qui se retourne. C'est un peu théorique parce que finalement, on aurait pu s'étendre, on avait comme à disposition plus d'une centaine d'hectares de terrain. Mais d'un point de vue un peu démonstrateur, on ne voulait surtout pas grappiller de la terre végétale et on voulait vraiment rester dans l'emprise du bâtiment existant pour pouvoir construire donc, cette partie de ossature bois qui sera à destination d'accueillir les espaces de nuit, donc les deux chambres du projet. Et la partie gauche, donc la partie de la rénovation, c'est plutôt pour l'espace de jour, un espace un peu cathédral avec un séjour et une salle à manger. Donc ce travail-là sur l'ossature, ça nous a amené tous les trois à remonter la filière du bois en France, notamment la filière du bois de Douglas dans l'Orne. Et on s'est rendu compte un peu de toutes les problématiques que ça pouvait soulever. Et derrière ces évidences qu'on peut avoir de en fait, la construction écologique, c'est évidemment de la construction en bois. Si on ne fait pas attention à d'où vient le bois et d'où il est sourcé, comment il est transformé et comment il arrive sur le chantier, on se rend compte qu'on peut faire des impasses vraiment conséquentes sur notre bilan carbone en fin de chantier. Notamment, aujourd'hui, on assiste à de plus en plus de bois qu'on peut acheter à point P, qui coûtent moins cher, entre guillemets, parce qu'ils sont mis en œuvre et transformés en Chine et qui sont renvoyés par container. Là où acheter du bois brut local chez un bûcheron du coin, c'est d'autres logiques, d'autres filières et c'est souvent plus cher, quoi. Donc c'est assez intéressant de voir, entre guillemets, dans quelle conjoncture économique on pouvait se trouver. Et ce projet, entre guillemets, défend l'idée que plus on utilise de la matière brute et locale et non transformée, et moins elle coûte cher, mais plus on valorise la main-d'œuvre, entre guillemets, qui va la transformer et qui a cette expertise, qui a ce savoir-faire et qui nécessite de pouvoir être territorialisé. Donc en gros, on a vraiment fait appel à des gens qui avaient un savoir-faire très développé en matière de construction et pas du tout à des poseurs qui répondent à des fiches techniques quand on emploie des matériaux dans des fournisseurs standards. Ouais. Oui. Donc l'ossature, c'était un système de préfabrication qui a été posé en quelques semaines sur le chantier. Et il y avait aussi une vraie réflexion sur comment on construit en héritage entre guillemets, de la système constructif du Pays d'Auge. Il y a une réflexion sur les pans de bois et les colombages.
Là, l'objectif, c'était de ne pas utiliser des panneaux de bois agglomérés type OSB ou type médium, et de pouvoir vraiment assurer tous les contreventements du projet avec que des bois bruts, massifs et non transformés. Donc on voit ici par exemple tous les contreventements en type d'écharpe, ce qu'on voyait à l'époque et qu'on ne voit plus du tout aujourd'hui, et qui nous permettent justement de réduire le plus possible notre emploi de matières qui sont industrialisées. Tac, tac, tac. Vous voulez prendre un peu la relais? Si tu veux. Allez. Sur le terre-chanvre. Là, c'est les images de projection du terre-chanvre. En gros, c'est l'équivalent de cette idée du colombage, vous voyez, où c'est des pans de bois et où on va remplir en torchis avec de la terre et de la fibre, souvent de blé. Là, l'idée, c'est d'utiliser cette chanvrière qui est très très proche du chantier et de réfléchir au temps de chantier qu'on peut plus se permettre de faire du torchis, etc. Et c'est donc de faire de la projection de terre-chanvre. Son nom Mathis parlait avec l'entreprise Ecopertica, qui remplit l'ossature en bois. Du coup, en une seule mise en œuvre, on arrive à remplir, à créer le mur et en même temps faire l'isolation. C'est pas comme cette technique où on fait en conventionnel, on va faire des parpaings et après on va rajouter l'isolant à l'intérieur ou à l'extérieur, puis après la finition, etc., etc., etc. Là, ça diminue énormément le nombre de couches différentes à l'intérieur d'un même mur parce que on fait l'ossature et on projette le terre-chanvre et ensuite on peut faire directement un enduit de finition dessus et ça y est, c'est fini. Voilà, c'est un peu ça qui est hyper intéressant derrière et ça nous permet d'avoir une bonne isolation et en plus d'avoir de l'inertie grâce à la terre et voilà, c'est une technique qui n'est pas encore réglementée, le terre-chanvre. Aujourd'hui, c'est que le chaux-chanvre qui est réglementé, mais ça fait ses preuves sur plein d'autres expérimentations que celle-ci et c'est un peu un confort assuré pour une écologie optimum, quoi. Il y a vraiment 0 degré de transformation pour produire ces matériaux-là et ça va très vite de pouvoir projeter et de pouvoir avoir une bonne régulation de l'humidité grâce à ce complexe de murs. C'est une des propositions pertinentes de ce chantier. Quand on vous parle d'inertie, ça vous parle un petit peu ou c'est du jargon ouais, pour vous, c'est des choses... Le premier rang a dit oui, le dernier rang... Il est là, le dernier rang? Le dernier rang. Okay. Ou de gestion d'humidité, par exemple de vapeur d'eau, l'hygroscopicité des matériaux, ça vous parle aussi? Ouais, c'est des choses dans votre vocabulaire? Ok, cool. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, on a tendance à quantifier le confort d'un bâtiment exclusivement vis-à-vis de son lambda et de sa résistance thermique, qui est donc l'isolation. Mais en fait, c'est des indicateurs qui sont très très faibles et qui ne correspondent pas du tout à la réalité des usagers. On se rend compte que pour bien vivre dans un espace, certes, la conservation des calories est un facteur, mais il n'est pas plus important que l'humidité qui doit être assez dans des marges relatives entre 40 et 60%, ou alors des systèmes de déphasage, par exemple, liés à l'inertie. Donc en fait, il y a plein de facteurs du confort qui sont amenés par ces maisons écologiques, qui sont indispensables au bien-être des habitants et qui manquent en fait cruellement aujourd'hui dans la construction qu'on peut proposer si on ne fait pas attention et qu'on reste sur les logiques d'isolation pure et dure, quoi. Tu veux nous présenter un peu le chantier? C'est quoi, donc ça, c'était un petit aperçu des différents types de matériaux qu'on a dû trouver, qu'on a dû chercher un peu partout sur le territoire, pour remplacer tous les matériaux qu'on serait allé habituellement chercher chez Point P et qui malheureusement sortaient de notre cercle de 100 km autour du projet. Donc en fait voilà, c'est peut-être une bonne façon d'illustrer que pourquoi c'est du pan de bois, pourquoi c'est du terre-chanvre, pourquoi ça ressemble un peu à du colombage à l'ancienne, etc. C'est parce qu'on avait un cahier des charges au départ qui a fait que spécifiquement à cet endroit dans le pays d'Auge, il se trouve qu'à 100 km à la ronde, c'est ça qui existe comme matériau et c'est pour ça que ce bâtiment a fini par ressembler à ça. Et non pas l'inverse, qui est de dire qu'on fait une esquisse et on essaye d'y faire entrer au chausse-pied des matériaux en les cachant à l'intérieur des murs. Et toute l'architecture, tout le chantier, toute la construction était la résultante en fait au fond de cette contrainte. Et on a dû répondre aux matériaux plutôt que les matériaux répondent à l'architecture qu'on aurait dressée au préalable. Et donc il y a un autre truc à savoir, c'est que c'était la photo d'avant, c'est que c'est vrai que quand on fait un chantier comme ça, c'est un chantier où globalement c'est vrai que les matériaux en fait ont coûté quand même relativement peu cher. La terre, la chènevotte du chanvre, etc. C'est des matériaux qui sont au fond assez peu onéreux. Le bois de sciage, comparativement à ce qui se passait en termes de pénurie de matériaux à ce moment-là, on s'est fait très amis avec le scieur du coin et on a plutôt été
enfin, il nous a beaucoup arrangé. Mais c'est la main d'œuvre qui est beaucoup plus importante que les matériaux sur ce chantier. Et parce que c'est un chantier où il y a une technicité qui est quand même assez forte et il y a besoin de beaucoup de compétences différentes et de temps sur site et de dédication de la part de toutes les entreprises. Et ce qui est assez génial, c'est que du coup, c'est un chantier qui a une intensité sociale assez extraordinaire. On a, en fait, pour tout ce qui est maçonnerie, terre-chanvre, etc., on a travaillé avec des maçons qui sont venus en fait s'installer sur site. Ils se sont créés une base vie. Ils sont venus avec leur camping-car, leur caravane, etc. Et en fait, ils ont vécu sur place pendant plusieurs mois. Et rapidement, en fait, les charpentiers qui étaient emmenés par Benoît, qui est le monsieur un peu plus vieux là, avec une chemise beige, en fait, en 3 secondes, ils se sont trop bien entendus. Et lui aussi, il a décidé de venir avec sa caravane. Il s'est installé sur site et en fait tout d'un coup c'était un chantier qui était aussi un peu vivant et qui voilà, où il y a plein de choses qui sont passées et c'était très différent des chantiers où on peut voir en fait des corps de métier qui se parlent pas, qui font chacun des trucs dans leur coin et qui essaient d'y passer le moins de temps possible. Beaucoup de transversalité aussi d'une compétence à l'autre, ce qui a permis de résoudre un nombre de problèmes, un grand nombre de problèmes et voilà. Donc, ça c'était pour la partie construction et il y a aussi un deuxième aspect que ce chantier, le COSTI, nous permet de développer depuis 2 ans maintenant, c'est l'aspect de la pédagogie qu'on a pu mettre en pratique pendant une première fois en septembre dernier, voilà, pour une partie du bâtiment, mais j'aimerais bien que l'un de vous en parle. Effectivement, c'était aussi l'occasion, vu que le propriétaire voulait que ce soit un peu un lieu démonstrateur, etc., de commencer à travers ce premier chantier-là à l'ouvrir à des participants qui venaient pour être formés avec un formateur pour réapprendre des techniques à l'ancienne. Et là, ce que vous voyez, en fait, c'est des manières de faire un plancher quand on ne va pas acheter son isolant chez Point P, quand on ne va pas acheter du bois dont on n'a aucune connaissance d'où il provient, etc. C'est un plancher en quenouille, un remplissage de plancher en quenouille. Donc c'est des bouts de bois qu'on est allé couper dans la forêt, des rejets de châtaigniers, de noisetiers, etc., qui sont dans la forêt, le chemin communal juste aux alentours, et avec de la terre crue d'une mare qui a été curée juste à côté, et le foin d'une prairie à côté, ça aurait pu être d'autres fibres. Peu importe, c'était surtout l'occasion de ramener 15 personnes, des professionnels de la construction ou non, qui avaient envie de venir une semaine sur site, travailler pour apprendre vraiment comment on fait toutes les étapes d'une construction, en l'occurrence d'un plancher, mais ça peut être pour d'autres parties de la construction. Et voilà, c'est l'ouvrir et essayer de montrer qu'on peut faire 650 quenouilles à 10, 12 personnes très facilement et au moins chacun peut repartir avec cette connaissance-là. Et le plancher est fait d'une manière qui est hyper pertinente sur le plan environnemental. Aussi bien pour son usage dans la construction, parce que ça rapporte de la masse et c'est un bon isolant phonique, et que juste pour sa compréhension de la provenance des matériaux, leur transformation et ce que ça implique de les mettre en œuvre, quoi. Donc voilà, tout ça, c'était le premier chantier école. Et en fait, à terme, on a plutôt vocation à en faire plein d'autres. Et le manoir qu'on vous a montré au début, un peu au loin, il est vraiment en train d'être complètement en ruine. Et l'étape un peu d'après, c'est de le rénover pièce par pièce, et plutôt sous ce genre de moment où on peut faire des chantiers écoles, où il y a un formateur qui vient et on rénove pièce par pièce ensemble, comme ça, différents endroits, entre autres. Le deuxième, il a lieu dans une semaine. Sur cette question de la terrasse dont on n'a pas du tout parlé parce qu'elle n'était pas sur ces dessins à l'époque de cette présentation, mais en gros c'est une terrasse avec des briques de réemploi, des tuiles plates de réemploi, des tomettes, etc. C'est un chantier de calade à sec. C'est une des manières qu'on retrouve partout dans le monde, avec les Romains, en Provence, un peu partout, pour faire des sols qui vont qui vont permettre l'infiltration de l'eau, qui vont empêcher l'eau de stagner, de rendre des endroits imperméables. Donc ça, c'est le chantier qui a lieu dans une semaine, ce chantier école-là, avec des formateurs Inkipit. C'est un atelier de paysagistes, architectes, maçons, qui viennent pour encadrer ce chantier-là sur ce lieu. Tout ça est super. Si vraiment il y a des gens qui sont très motivés, vous pouvez nous écrire, nous appeler, nous parler. C'est possible, mais c'est presque complet, quoi. Voilà. Et donc, de chantier école, qui est donc le chantier des quenouilles, depuis un an, tous les 3 et maintenant tous les 4, on va s'efforcer de cette
compétences construction qu'on a menées à bien pendant 2 ans, puis des pédagogies qu'on fait avec des chantiers écoles, là on passe dans un nouveau volet qui est le volet de recherche. On va essayer de documenter assez finement la provenance de chacun de ces matériaux pour valoriser entre guillemets au plus grand nombre la nécessité absolue de faire appel à ces techniques, à ces matériaux et à ces entreprises pour donner envie au plus grand nombre de s'y intéresser. On peut vous présenter une petite vidéo qui, en gros, chaque matériau sélectionné sera l'occasion d'un film et d'une frise. Et c'est peut-être l'occasion de vous le montrer. Alors, tu crois? On a dépassé le temps, effectivement. Est-ce que vous voulez voir une vidéo? Peut-être que ça dépend de... Peut-être qu'il y a... des questions. On a une vidéo de 5 minutes. Est-ce que vous voulez la voir ou est-ce que vous êtes trop long C'est juste pour vous montrer un tout petit peu entre guillemets la documentation qu'on veut faire à travers ce projet et un petit peu c'est vraiment un bout à bout brut qui n'est pas encore monté et qui sera l'occasion de la restitution dans 2 semaines qu'on va initier au Costil. Ouais, il n'y a pas vraiment de son. Mais voilà, en gros l'idée c'est vraiment de pouvoir montrer sous forme de vidéo comment le bois est récupéré dans la forêt. Donc là, à savoir, avec les bénévoles, on allait le matin récupérer des taillis de châtaigniers. Donc l'idée, c'est de récupérer des petits morceaux de bois. C'est Luc Van Nemeshen, qui est un maçon expert du bâti ancien, qui nous a accompagnés sur ce chantier. Donc il nous raconte un petit peu quel type de bois on cherche le matin. Donc chacun débite ces morceaux dont il a besoin. 650 quenouilles, ça fait une cinquantaine de bouts de bois par jour qu'il faut récupérer. Donc voilà, on débite le bois, on le sort de la forêt. Ensuite, on l'amène dans une mini découpeuse qu'on a réalisée sur site pour pouvoir les calibrer à la bonne mesure. On les écorce avec plein de choses différentes. Ça peut être des serpes, ça peut être des cutters, ça peut être ce qu'on trouvait sous la main. Et ensuite, le travail de la terre crue. Donc ça, c'est vraiment à l'effigie du matériau terre. Donc, en fait, la terre, elle vient du site, elle est locale. On la mélange avec de l'eau pour en faire une barbotine et avoir un liant. Donc, on va laisser reposer quelques jours. C'était genre 24 heures de repos. On vient ensuite malaxer. Et entre guillemets, de la technique, elle se situe à cet endroit-là où c'est une technique ancienne de construction qu'on voit dans beaucoup de maisons qu'on ne soupçonne pas. C'est des lits de foin dans lesquels on vient mélanger de la terre et qu'on vient rouler ensuite sous forme de galettes qui nous permettent d'avoir des torches de châtaignier avec... Voilà, c'est exactement le mouvement qu'on peut voir ici, quoi. Et en gros, il fallait en faire 650, donc c'était vraiment pour nous le moment du chantier où on peut se dire que finalement, construire, c'est pas forcément être dans des relations de prestataires de services avec des entreprises qu'on facture et qui vivent avec ça, mais ça peut aussi être des logiques de partage et d'échange où chacun vient se former, vient apprendre, vient contribuer et vient participer à l'élaboration de ce plancher. Et donc c'était un moment de vie assez sympa où pendant une semaine, on était une trentaine sur le chantier à construire ce plancher qui était... Voilà. Donc ça, c'est un travail plutôt filmé qui est une réalisation de Olivier Sabatier, qui est un ami réalisateur qui vit à côté, qui a filmé des moments un peu clés du chantier. Donc ça sera l'occasion de faire 8 vidéos sur 8 matériaux qui seront présentés à la prochaine exposition qu'on est en train de faire. Et le résultat final, entre guillemets, c'est pour arriver à un plancher qu'on peut voir tac, 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 à la fin. On le voit peut-être pas à la fin. Ok. Bon voilà. En tout cas, il faut de comprendre un peu d'autres logiques du bâtiment qu'on peut initier avec ce type de matériau qui est assez porteuse et assez intéressante. Et donc ça, c'est plutôt un travail, une création d'Olivier. Et nous, notre volonté à travers ce matériau et à travers ce travail qu'on va restituer, c'est plutôt d'en faire des frises. Alors, tac. En fait, ce qu'on n'a peut-être pas trop raconté depuis au début, parce qu'on a commencé par vous parler plutôt du chantier, c'est vrai que on vous a montré tout ce qui s'est passé pendant le chantier, mais en fait, nous, tout le temps qu'on a passé sur site, on l'a certes passé à conduire un chantier, l'animer, etc. Mais en fait, on a aussi passé énormément de temps à rencontrer un petit peu comme on a fait pour le Tour de France, avec un protocole de recherche, toutes les personnes qui nous ont fourni ces différents matériaux. Donc on parlait de chanvre, en fait, on est vraiment allé rencontrer l'agriculteur
qui a produit le chanvre, les personnes qui l'ont transformé. Ensuite, on a filmé, on a raconté ce que comment il a été mis en œuvre aussi par les artisans. Mais pareil pour l'ossature, par exemple l'ossature qui est en Douglas, on allait visiter la forêt dans laquelle les Douglas, ce Douglas a poussé. C'est peut-être montrer plutôt le Douglas. Ah ouais, d'accord, ok. Où il y a les gens. D'accord. Ça a l'air tellement rapidement. Oh, hop. Et voilà. Et en fait, on a fait ça pour chacun des matériaux. Par exemple, il y a du liège à un moment donné dans le projet, dans les parties basses de l'isolation. Et c'est du liège qui provient pas de. Ouais, ça se voit. Ok. Et c'est du liège qu'on n'est pas allé acheter parce qu'on sait que le liège vient du Portugal. On a plutôt travaillé avec la chaîne du liège en fait, qui récupère des bouchons de champagne, de cidre, de vin un peu partout en Normandie et qui les fait broyer avec des travailleurs en insertion. Et on a documenté et récolté plein de données aussi sur toutes ces filières-là. Et toutes ces données, comme on n'a pas envie de... En fait, nous, on a des classeurs comme ça, et on n'a pas envie de les restituer sous forme de tableau Excel, parce qu'on aime plutôt faire des choses grand public et accessibles à la fois pour les archives, mais aussi pour un peu tout le monde. Et donc toutes ces données, elles sont en train d'être traitées aujourd'hui, et ça feront bientôt l'objet d'une expo au Costil qui aura lieu le 2 juillet prochain. Ce sera la première fois que cette expo sera présentée. On le raconte sous forme un peu de BD, de bandes illustrées si on veut, dans lesquelles là par exemple on raconte le chemin du Douglas qu'on a utilisé pour le projet. Donc on voit la forêt, la façon dont il est exploité et replanté, et comment il repousse, etc. Dans la forêt. La deuxième, donc ça c'est vraiment le gisement, la façon dont le matériau il est transformé. Donc là on est plutôt sur une scierie qui est agacée, qui est à une quinzaine de kilomètres du chantier et qui est dirigé par un Franck Sarrazin qui est un bûcheron et un scieur qui nous a emmenés dans la forêt et qui nous a parlé avec passion de comment lui il coupe dans la forêt en respectant les arbres, en évitant de faire des coupes rases, comment il fait en sorte d'utiliser la totalité du bois en fait pour pas qu'il y ait de chute et que le matériau soit pas gâché. Voilà, il nous a montré toutes ces machines, la façon dont ça marche, etc. L'idée c'est vraiment de montrer que derrière un chantier, derrière une maison il y a un chantier, et que derrière un chantier en fait, souvent on s'intéresse pas à ce qui se passe avant, et pourtant c'est vraiment là que les enjeux sont extrêmement importants. Et voilà, et de la même façon qu'on a pu il y a 4 ans raconter ce qu'il y avait à l'intérieur des murs d'une maison, on pense que c'est extrêmement important en fait pour tout le monde qui un jour veut construire, architecte ou pas architecte, de savoir à quoi ça ressemble une scierie, quoi. Et qu'en fait entre une scierie industrielle et une scierie familiale, artisanale comme celle de Franck, il y a vraiment deux mondes qui n'ont rien à voir. Donc voilà, c'est un petit peu ce qui est raconté dans ces dessins et ces bulles. Voilà, et dans chacune de ces frises qui ont à chaque fois la même organisation, on voit aussi la façon dont le matériau est mis en œuvre. Donc là, comment il a été mis en œuvre, préfabriqué sous forme de cadre, sans panneaux à particules, plutôt avec une logique de colombage, d'écharpe, etc. On voit par exemple que en fait, tout a été préfabriqué dans une grange qui est à 50 mètres du chantier, qui est aussi l'endroit où on a fabriqué les quenouilles avec les bénévoles. On voit un petit peu ce qui se passe en termes de performance, d'habitat, de confort, etc., sur ce qui se passe à l'intérieur du bâtiment une fois qu'il est construit. Donc là, on raconte un petit peu c'est quoi la façon dont on a réinterprété les colombages pour le faire fonctionner avec un chantier en 2021 et 2022. Le chantier est en train de se terminer dans 10 jours. Voilà, et puis une dernière partie qui, un peu de la même façon qu'on a toujours voulu faire, qui ouvre plutôt en partant du tout petit, c'est-à-dire de ce qu'il y a à l'intérieur des murs, en fait toutes les problématiques beaucoup plus territoriales et beaucoup plus larges et environnementales que ça suppose, parce que par exemple dans un mur de la maison, dans le mur de la maison au Costil, on sait que c'est du Douglas qui est coupé par Franck, qui fait attention à pas faire des coupes rases, qui laisse des arbres feuillus sur les parcelles, ce qui est très important en fait, parce que la façon dont les forêts sont exploitées aujourd'hui en France, c'est en réalité dramatique, et c'est un drame qu'on voit quand même peu. Et tout le bois, en fait, tout le sapin qu'on voit chez Monsieur Bricolage, chez Point P, chez Bricomarché, etc., c'est du bois qui est qui à la fois pousse et qui est coupé dans des conditions qui sont en fait insensées.
sur plein de plans, à l'accessoire environnemental, humain, sur la question de la faune et de la flore, sur la question des émissions de CO2. Enfin, voilà. Et c'est aussi ça qu'on essaie de raconter avec un tout petit projet de 83 mètres carrés qui a l'air de rien du tout. Et on essaye de soulever des problématiques beaucoup plus larges avec ça, sur ce format-là. Et donc, peut-être qu'on peut montrer en parallèle le champ pour montrer qu'on a un peu tout fait dans la même. Et voilà, toujours dans cette logique de série, chose qu'on aime bien et qu'on avait déjà mis en œuvre avec notre expo, le Tour de France, etc. On aime bien raconter des choses de façon un peu transversale. Et ben là, on a mis sur le même plan le Douglas, mais aussi le chanvre que vous allez voir s'afficher dans 2 secondes. Voilà. Et donc cette expo, elle part en impression mardi et elle sera présentée pour la première fois au château du Costil, donc le 2 juillet à partir de 15h. Vous êtes tous conviés. Il y a un événement sur internet sur lequel il faut juste s'inscrire, il faut mettre son nom, c'est gratuit. Il faut RSVP. Et voilà, vous pourrez découvrir le chantier fini, la livraison du chantier, 2, le lieu, le domaine, le Costil, qui est un endroit super où il y aura plein de gens, ça va être très convivial. 3, les films qui seront finis et projetés. Et 4, cette exposition qui sera accompagnée de plein de photos aussi, mais dont vous avez vu une partie, qui raconte beaucoup plus en détail ce qui s'est passé depuis 2 ans, ce qui se passe autour de ce chantier, sur tous les points qu'on a décrits. Et ce sera précédé d'un chantier participatif, comme on en parlait tout à l'heure. Et voilà. Et le 2, ce sera aussi une façon de fêter la fin de ce chantier participatif et d'inaugurer la jolie terrasse qu'on fait en Canada Sec, qu'on fait tous ces bénévoles volontaires. Est-ce que vous voulez le mot de la fin? Est-ce que vous avez des questions un petit peu genre pour rendre ce moment un peu